Franchement, je sais pas vous, mais moi j'étais là au Grand Palais ce 15 juin 2025 et je vous jure, l'ambiance était indescriptible. 14h30, les lumières tamisées, le gratin de la mode internationale assis bien sagement dans ses fauteuils dorés et sur le podium, des mannequins en uniforme de prisonniers, inspirés directement des méga-prisons salvadoriennes. Raies blanches et bleues, crânes rasés, chaînes aux chevilles, voilà ce que la haute couture parisienne avait décidé d'appeler « art ». Personne n'avait vu venir ce qui allait suivre. Parce que dans les gradins VIP, il y avait Sébastien Lecornu tout frais nommé ministre des Affaires étrangères et à côté de lui Carlos Mendoza, l'ambassadeur du Salvador. Deux hommes qui regardaient exactement la même chose, mais avec des regards totalement différents. Lecornu, indignation froide contrôlée. Mendoza, visiblement humilié parce que oui, voir la souffrance de votre pays transformée en spectacle pour bobos parisiens, c'est un autre niveau d'insulte. Lecornu se penche voix basse. J'espère que votre gouvernement comprend que la France ne peut cautionner cette mise en scène de la répression. Mendoza acquiesce nerveux. Je rapporte immédiatement à San Salvador, monsieur le ministre. Mais Lecornu, et c'est là que les choses deviennent sérieuses, ne s'arrête pas là. Il sort du défilé, il appelle les journalistes et il balance une déclaration improvisée. Une déclaration qui allait mettre le feu à une crise diplomatique entre la France et l'Amérique latine qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Face à lui, de l'autre côté de l'Atlantique, Nayib Bukele, le président millénial du Salvador, celui qui n'a peur de personne et qui allait le prouver. Ah, et voilà. Le ministre sort du bois, devant les caméras de BFM et de France 24, les deux chaînes qu'on convoque. Quand on veut exister médiatiquement, Lecornu lâche sa déclaration. Soigneusement calibrée, chaque mot pesé pour faire le tour des réseaux en moins de 2 heures. Utiliser l'image des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé parisien, c'est trivialiser la souffrance humaine. Bon, d'accord, sauf que personne n'a demandé son avis sur la Fashion Week que je sache, mais peu importe, il est lancé. La voix se raffermit, le menton se lève légèrement et on a droit au grand classique « La France, terre des droits de l'homme ». Cette phrase, mes amis, cette phrase, elle sort à intervalles réguliers comme un vieux vinyle qu'on remet sur la platine dès qu'un micro apparaît. La journaliste professionnelle lui coupe poliment la parole. « Monsieur le ministre des mesures diplomatiques sont-elles prévues ?» Et là, Lecornu sort l'artillerie lourde où ce qui y ressemble, la France va réexaminer ses relations avec le Salvador. Réexaminer. Ce mot fait tout le travail sans rien promettre de concret. Résultat, en quelques heures, les extraits tournent partout. Hashtag viraux. Chaînes françaises, chaînes internationales. Mission accomplie côté communication du moins. Ce matin-là, à 8h30, les murs dorés du palais présidentiel de San Salvador gardaient encore le silence. Bukele venait d'apprendre la nouvelle. Et là, rien. Pas de tweet rageur, pas de déclaration immédiate. Juste le silence. Son entourage commençait à s'inquiéter sérieusement. C'est Ernesto Sanabria, son conseiller en communication, qui osa briser la glace. « Monsieur le Président, les médias internationaux s'emballent sur les déclarations du ministre français. Quelle est votre réponse ?» Bukele leva enfin les yeux de son téléphone. Un sourire. Pas n'importe lequel, ce sourire en coin qu'on lui connaît bien, celui qui précède toujours quelque chose. Ernesto convoque une conférence de presse à 16h. Tous les médias internationaux présents au Salvador, tous. Le sujet, Monsieur le Président. Je vais offrir une leçon de réalisme au ministre français. 16h, heure locale. Bukele entre dans la salle de presse, casquette de baseball, jean. Pas de cravate, pas de costume 3 pièces, et c'est précisément voulu. Face aux diplomates européens guindés dans leurs costumes impeccables, le contraste est total. Et il le sait. Le silence dans la salle de presse n'était pas ordinaire. C'était le genre de silence qui précède quelque chose d'irréversible. « Mesdames et messieurs », il avait commencé en espagnol calme, presque trop calme, pendant que les traducteurs simultanés s'activaient dans leur cabine. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il l'a toujours su. Et là, il lâche la première bombe. Le ministre français Lecornu. Oui, notre ministre s'inquiète apparemment du sort des prisonniers salvadoriens. Des criminels, les plus dangereux d'Amérique centrale. Bukele le regarde droit dans la caméra et il dit ça avec ce petit sourire en coin qu'on lui connaît.
Monsieur le ministre pense qu'on viole les droits humains. Il se lève. Il quitte le pupitre. Il commence à marcher et là, mes amis, quand Bukele se met à marcher pendant un discours, vous savez que la suite va faire mal. J'ai une proposition très simple. 5 mots. La salle est figée. Les journalistes ne bougent plus. Tout le monde retient son souffle parce que tout le monde comprend on est en train de vivre un moment historique. Bukele hausse le ton et là, il lâche une bombe. Si la France estime que notre façon de traiter les membres du MS-13 de Barrio 18 et des autres gangs est inhumaine, si vous pensez qu'on viole leurs droits, alors sachez qu'on est totalement disposé à vous les expédier. Les journalistes se figent. Les caméras font le zoom sur ce visage. Ce visage qui ne plaisante pas. Et il continue tranquille, presque souriant. Vous avez bien entendu, je peux affréter un vol charter aller simple et déposer nos 75 000 détenus directement sur le tarmac de Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra leur offrir tout le traitement humain qu'elle juge nécessaire. La salle, elle explose. Les questions fusent, les caméras s'affolent, les téléphones vibrent dans tous les sens. Le président lève simplement la main. Silence. « Ah, monsieur Lecornu !» lâche-t-il en fixant l'objectif sans ciller. « Vous qui nous faites la morale sur les droits humains depuis vos beaux appartements haussmanniens, êtes-vous prêt concrètement à accueillir ces criminels dans vos propres banlieues? Êtes-vous prêt à regarder les familles françaises dans les yeux et leur expliquer pourquoi les droits d'un assassin comptent plus que ceux de ses victimes? Parce que c'est précisément le chemin que nous avons emprunté pendant des années. On respectait scrupuleusement les droits humains de ces gens-là, et le résultat, 105 morts par jour. 105 cadavres par jour, monsieur le ministre. Il revient au pupitre, lentement, les 2 mains à plat sur le bois comme quelqu'un qui plante un drapeau. Alors voici ce que je vous propose officiellement, vous les voulez. Ces prisonniers, prenez-les. Je peux vous les charger dans un avion dès demain matin, mais ne remettez plus jamais les pieds dans mon pays pour me donner des leçons de morale, vous, qui n'avez jamais eu à vivre ce que nous avons vécu. Ah, monsieur le président, vous plaisantez, j'espère. Vous allez vraiment expédier vos prisonniers en France. Un journaliste ose poser la question. Et Bukele ce fameux sourire entre ironie et détermination, sa marque de fabrique absolue répond sans ciller. Testez-moi. Donnez-moi juste le feu vert de monsieur Lecornu et je commence les préparatifs cet après-midi. Voilà, c'est dit en direct, devant le monde entier. En quelques minutes, les images explosent partout. Les hashtags partent en tendance, les mèmes fleurissent, les commentaires s'enflamment, c'est le chaos numérique total. Pendant ce temps, à Paris, il est 23 heures. Lecornu dort. Son chef de cabinet, Pierre Dubois, le réveille. La nouvelle tombe comme un coup de massue. « Monsieur le ministre, le président Bukele vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sont en ébullition. L'Élysée demande des explications. » Lecornu en pyjama regarde les extraits sur son téléphone. Il ne peut pas être sérieux. Si, monsieur le ministre. Et il est en train de devenir un héros populaire dans toute l'Amérique latine. Et là, ça fait tilt. Lecornu comprend. Il a ouvert une boîte de Pandore. En s'attaquant à Bukele, il a déclenché une riposte qu'il n'avait absolument pas anticipée. Le président salvadorien vient de retourner la situation à 180 degrés en exposant publiquement toutes ses contradictions. Beau travail, monsieur le ministre. Le matin suivant, réveil brutal pour la diplomatie française. Toute la presse s'emballait sur l'affaire Lecornu-Bukele. Le Figaro lâchait « Lecornu provoque une crise diplomatique avec le Salvador ». Le Monde lui analysait froidement quand la diplomatie française se heurte au populisme latino-américain. Et Libération posait la vraie question « Droits humains, qui a raison entre Lecornu et Bukele ?» Pendant ce temps, Bukele, lui, ne lâchait rien. Il alimentait le feu tweet après tweet avec une précision chirurgicale. « Monsieur Sébastien Lecornu, nous attendons toujours votre réponse. L'avion est prêt. Vos banlieues sont-elles prêtes? Boum !» Puis il enfonçait le clou. La France qui donne des leçons au Salvador sur les droits humains, c'est comme si la Corée du Nord donnait des leçons de démocratie à la Suisse. Et pour finir, il assénait le coup de grâce. Message personnel à monsieur Lecornu, venez passer une semaine dans nos prisons. Après, on rediscutera des droits humains.
Chaque tweet explosait sur les réseaux. Les mèmes fusaient, les commentaires s'enchaînaient. L'opinion internationale se fracturait nettement d'un côté. Les défenseurs des droits humains tenaient le camp de l'écornu. De l'autre, et ils étaient de plus en plus nombreux, une foule admirait l'audace et la répartie de Bukele. Quai d'Orsay, même moment. L'écornu lui était en mode gestion de crise. Réunion d'urgence convoquée. Conseillers diplomatiques réunis. L'heure était grave. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Parce que le silence dans ce genre de crise diplomatique, c'est de la kryptonite. Et le directeur de cabinet de Lecornu le sait très bien quand il lâche cette phrase « Le silence est interprété comme une faiblesse ». Boum. Pas de place pour l'hésitation. Donc, on interroge l'ambassade à San Salvador et leur réponse classique. Désescalade, clarification. Dites-moi que vous parliez du défilé parisien, pas de la politique salvadorienne. Diplomatie à l'ancienne prudente propre. Mais Lecornu, et c'est là que le personnage devient intéressant, il secoue la tête. C'est trop tard pour reculer. Cela paraîtrait lâche. Voilà un homme qui a compris une chose fondamentale dans un bras de fer médiatique. Celui qui recule en premier a déjà perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte d'un cran. Il ne cherche pas la sortie de secours, il cherche l'escalier vers le haut. Préparez-moi une déclaration ferme sur les valeurs démocratiques. L'après-midi même, il convoque sa propre conférence de presse, Quai d'Orsay, décor officiel, ton solennel, tout est calculé. Et là, il sort sa réplique. La France ne se laissera pas intimider par les provocations de dirigeants autoritaires. Quand un président utilise la rhétorique de la menace pour éviter de répondre aux critiques légitimes sur les droits humains, il montre sa vraie nature. Monsieur Bukele peut faire tous les tweets qu'il veut. La France continuera à défendre les valeurs démocratiques partout dans le monde. Franchise totale. Aucune ambiguïté. Le message est clair, vous avez voulu un combat, vous l'avez. Sauf que cette déclaration, au lieu d'éteindre l'incendie, l'a carrément alimenté. Bukele n'a pas vu ça comme une tentative d'apaisement, il a vu une provocation de plus. Et quand Bukele perçoit une provocation, il ne recule pas. Il monte. Le soir même, il s'installe derrière son bureau présidentiel, ouvre Instagram et lance un live. 2 millions de personnes connectées en direct. 2 millions. Mes amis, commence-t-il en fixant la caméra, Monsieur Lecornu vient de me coller l'étiquette de dirigeant autoritaire. Il marque une pause. Vous savez ce qui est vraiment autoritaire? Laisser des criminels terroriser une population entière pendant des décennies. Ça, c'est de l'autoritarisme. Il se lève, il traverse la pièce, il s'arrête devant une carte du Salvador accrochée au mur et là, il pointe les chiffres. Avant qu'on arrive au pouvoir 105 homicides par jour, le taux le plus élevé de la planète. Nos mères ne pouvaient pas mettre un pied dehors. Nos enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Il se retourne vers la caméra. Et aujourd'hui, on est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Il laisse le silence faire son travail. Grâce à quoi, selon Monsieur Lecornu, grâce à nos violations des droits humains, il sourit, pas un sourire chaleureux. Alors oui. Oui, je suis autoritaire avec les criminels, et je suis fier de l'être, parce que nos citoyens honnêtes méritent de vivre sans peur. Et puis parce que Bukele ne peut jamais s'arrêter là, il ajoute avec ce sourire en coin qu'il a perfectionné, mais l'offre est toujours sur la table. Si la France veut nos prisonniers, elle peut les prendre. Je commence même à me dire que ce serait un beau cadeau pour l'Europe tout entière. Vous pourrez enfin tester vos belles théories sur les droits humains en conditions réelles. Des millions de personnes ont regardé cette intervention, la partageant massivement à travers le monde entier. En une seule prise de parole, Bukele venait de métamorphoser une crise diplomatique en véritable spectacle médiatique planétaire. Et dans cette guerre de l'opinion publique, il était en train de prendre une avance considérable. Aux États-Unis, le soutien conservateur ne s'est pas fait attendre. Donald Trump Junior a pris la parole sur les réseaux. Bukele a raison, les gauchistes européens donnent des leçons depuis leur tour d'ivoire sans jamais affronter la réalité. En Amérique latine, l'élan était encore plus fort. Plusieurs chefs d'État ont affiché leur solidarité avec San Salvador et le président colombien a été direct. Bukele a eu le courage de dire ce que beaucoup d'entre nous pensent sur l'hypocrisie européenne. Face à cette vague de soutien international, Lecornu a dû se rendre à l'évidence, il était en train de perdre cette bataille diplomatique.
Et comme si ça ne suffisait pas, les critiques commençaient à venir de l'intérieur même du gouvernement français. Le Premier ministre l'a convoqué pour une réunion d'urgence. Lecornu ne le savait pas encore, mais il venait de marcher en plein dans le piège. Les sondages étaient sans appel, 60% des Français comprenaient Bukele. Pas par idéologie, par peur. Parce qu'au fond, quand un président vous dit « j'ai fait passer les homicides de 105 par jour à presque zéro », les gens entendent surtout le chiffre, et le chiffre, lui, ne ment pas. Lecornu voulait un coup médiatique propre bien emballé dans le vocabulaire des droits humains, ce qu'il a obtenu à la place. Une humiliation en temps réel servie froide sur Twitter devant des millions de personnes. Bukele n'avait même pas besoin de hausser le ton. Il a juste sorti la calculatrice. 150 vols, 75 000 prisonniers, 50 millions de dollars. La France paiera le transport de ses futurs résidents. Un tweet, c'est tout ce qu'il a fallu pour démolir une stratégie de communication entière. 500 000 partages en 24 heures. Vous avez bien entendu, un seul tweet et l'Internet s'embrase. C'est devenu l'un des messages politiques les plus viraux de toute l'année et franchement, on comprend pourquoi. Une semaine. Il n'en a fallu qu'une pour que Lecornu lève le drapeau blanc. Le Quai d'Orsay sort un communiqué sobre propre chirurgical pour dire que la France respecte la souveraineté du Salvador dans la gestion de ses affaires intérieures et que les relations entre les deux pays restent cordiales. Traduction, on s'est pris un mur, on rentre à la maison. Et Bukele magnanime dans la victoire comme un champion qui n'a même pas besoin de fanfaronner. Il répond avec un seul message « Merci, monsieur Lecornu. L'invitation à visiter nos prisons reste ouverte, mais maintenant, vous payez votre billet d'avion. » Classe, froide, absolue. Pour Lecornu, c'est un tournant. Pour la première fois dans sa trajectoire politique ascendante, il s'est fait humilier publiquement par quelqu'un qu'il avait clairement sous-estimé. Grosse erreur. Mais pour Bukele, victoire totale. Il n'a pas juste repoussé les critiques, il est devenu une star mondiale. Des millions de gens voient en lui ce leader rare, celui qui ose tenir tête à l'establishment européen sans scier. Sauf que là, l'histoire était loin d'être finie et personne ne l'avait vu venir. Ni Lecornu ni Bukele n'avaient anticipé que cette petite guerre de tweets allait finir par produire des effets bien concrets, bien réels sur le terrain. Parce que 3 jours après l'humiliation diplomatique de Lecornu, 3 jours, c'est tout un événement complètement inattendu, vient tout relancer. À l'aéroport Charles de Gaulle, un avion en provenance de San Salvador pose ses roues sur le tarmac. À bord, 47 ressortissants salvadoriens expulsés de France pour diverses infractions. Procédure classique, administrative, routinière. Rien de particulier en apparence. Sauf qu'à l'arrivée, l'un des expulsés, un certain Carlos El Flaco Ramirez, se retrouve face aux journalistes salvadoriens venus couvrir le vol. Et là, il lâche cette phrase devant les caméras. « Merci, monsieur Lecornu, de nous avoir renvoyés chez nous. Maintenant, on sait ce que pense la France des Salvadoriens. » Boum! Ce qui était une formalité administrative venait de se transformer en bombe politique. Et Bukele, qui ne rate jamais une ouverture qui flaire les opportunités médiatiques, comme personne s'en empare aussitôt. Tarmac, micro, menottes. Bukele n'avait pas choisi la salle de conférence habituelle, il avait choisi le bitume brûlant de l'aéroport de San Salvador en plein soleil, face aux caméras du monde entier. Les expulsés venaient d'atterrir. Il était là pour les accueillir personnellement, et il avait préparé son spectacle. « Regardez bien cette ironie », lança-t-il sans même attendre que les journalistes s'installent. « Lecornu critique nos prisons, mais il nous renvoie ses propres criminels. La France expulse, mais c'est nous les violateurs des droits humains. » Silence dans la rangée de journalistes, puis il se tourna. Carlos Ramirez était là, menotté entre 2 policiers salvadoriens, visage fermé. Bukele s'approcha. « Carlos, dis-moi, comment c'était la détention en France ?» Ce qui suivit, personne ne l'attendait. Ramirez sourit un sourire narquois, presque théâtral, et répondit « Monsieur le Président, cellule individuelle, télévision, 3 repas par jour, un appel de famille quotidien. » Bukele joua la surprise avec une précision chirurgicale. « Ah bon, vraiment? Vraiment? Et maintenant que tu es chez nous ?» Ramirez haussa légèrement les épaules. « Maintenant, je vais dans vos méga-prisons que monsieur Lecornu trouve si terribles. »
Buckel pivota alors vers la caméra directement sans détour. « Parfait, Carlos va pouvoir comparer, personnellement, le système français, le système salvadorien. » Il marqua une pause. « Je propose officiellement à Monsieur Lecornu de venir interviewer Carlos dans 6 mois. On verra lequel des 2 systèmes l'a le mieux réhabilité. » La séquence fut filmée en direct, diffusée sur toutes les chaînes du Salvador, et elle fit sensation. Chaque coup reçu, il le retourne. Chaque attaque, il la transforme en munition. C'est exactement ce que Bukele venait de faire encore une fois. Les expulsions françaises, censées l'affaiblir, devenaient, entre ses mains, une nouvelle arme pointée directement sur Lecornu. À Paris, au Quai d'Orsay, le ministre regardait les images défiler sur son écran. Et ce qu'il ressentait, c'était quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'éprouver l'impuissance. Et comment il fait ça, lâcha-t-il à ses conseillers. Comment il arrive à retomber sur ses pieds à chaque fois? La salle resta silencieuse un instant. Puis son directeur de la communication prit la parole calmement, presque chirurgicalement. « Monsieur le ministre, Bukele ne fait pas de la politique, il fait du spectacle. Et dans ce jeu-là, il a une longueur d'avance sur tout le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là? Rien, absolument rien. Chaque fois qu'on lui répond, on tombe directement dans son piège, il nous ramène sur son terrain, et sur son terrain, c'est lui qui gagne. » Sauf que Lecornu n'est pas le genre de mec à lever le pied comme ça. Stratégie numéro 2. Il décide de déplacer le combat là où il se sent en confiance les institutions internationales. Le lendemain, c'est Genève, session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et là, Lecornu monte à la tribune et prononce un discours qui va faire parler. « Mesdames et messieurs les délégués », il lance, « ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une remise en cause dangereuse des valeurs universelles des droits humains portées par des dirigeants qui utilisent les réseaux, la communication digitale pour légitimer ce qui ne peut pas l'être. Il ne dit pas le nom. Il n'a pas besoin de le dire. Tout le monde dans la salle a compris. Nous ne pouvons pas accepter que la lutte contre la criminalité devienne un prétexte à la violation systématique des droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas accepter que la popularité sur les réseaux sociaux remplace le respect du droit international. Les délégations européennes applaudissent. Lecornu pense qu'il a repris la main. Il pense qu'il a marqué un point. Erreur. Parce que Bukele, lui, il dort jamais. Quelques heures seulement après le discours de Genève, le président salvadorien convoque une session spéciale du Parlement pour répondre en direct frontalement aux accusations de Lecornu. Là, franchement, le moment, il est énorme. Bukele convoque une session extraordinaire à l'Assemblée nationale salvadorienne. Session extraordinaire, hein? Pas une conférence de presse banale et il arrive avec un grand écran, comme un prof qui a préparé son cours depuis 3 semaines. Et là, il dit texto « On vient de m'accuser devant l'ONU de violer les droits humains. Très bien. Je vais répondre avec des chiffres, des vrais. Les chiffres, les voilà 105 homicides par jour avant la politique sécuritaire, 5 après. 5. Tu relis bien, pas 50, pas 35. Il fait défiler les graphiques extorsion en baisse kidnappings, en baisse viol, en baisse cambriolage, en baisse. C'est pas un discours politique, c'est une présentation de résultats. Mais le truc le plus dingue, c'est la comparaison qui sort ensuite. Il se retourne face caméra, direct les yeux dans les yeux, et il dit « Monsieur le ministre français, 5 morts par jour au Salvador, c'est comme un Boeing qui s'écraserait chaque jour, tous les jours, pendant des années. Et nous, on a arrêté ces crashs. Là, t'as plus rien à dire. Zéro. » La salle explose en applaudissements et lui, il lève juste la main pour réclamer le silence. Cool, calme, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vient de faire. Bukele, ce mec ne fait rien à moitié. Après avoir écouté les critiques de Lecornu, il lève les yeux, sourit ce sourire en coin qu'on lui connaît bien et balance une proposition qui va faire exploser Internet. « Monsieur Lecornu, puisque vous n'aimez pas nos méthodes, venez les tester vous-même. 1 mois au Salvador, complet. Le principe est simple, presque chirurgical, 2 semaines dans un quartier tel qu'il était avant, quand les gangs faisaient la loi, quand personne ne dormait tranquille. Puis 2 semaines dans ce même quartier aujourd'hui libéré, respirant. Et après ça, Lecornu nous dira lui-même s'il préfère la version droits humains d'avant ou la version violation des droits humains d'aujourd'hui.
Parce que oui, c'est exactement comme ça que Bukele retourne l'accusation. Avec le sourire. L'intervention est diffusée en direct sur toutes les chaînes salvadoriennes et latino-américaines, et sur les réseaux, c'est l'explosion. Le hashtag #LeCornu Challenge Salvador dépasse le million de mentions en quelques heures. Des milliers d'internautes aux quatre coins du monde le défient d'accepter. Pas d'excuses, pas de faux fuyants, juste viens. Mais ce qui fait vraiment mal pour le Cornu, c'est pas les trolls anonymes. C'est quand des figures politiques européennes commencent à prendre position publiquement. Salvini tweet que Bukele a raison, que l'Europe distribue des leçons sans jamais régler le problème de la criminalité. Marine Le Pen, en entretien, reconnaît ouvertement que les méthodes fonctionnent et glisse que nos banlieues, elles aussi, auraient besoin d'un peu de cette fermeté-là. À ce stade, Le Cornu ne répond plus à un président d'Amérique centrale. Il répond à un débat qui s'est ouvert dans sa propre maison. Bon, et là même, dans son propre camp, ça commence à craquer. Des députés de la majorité présidentielle en privé se mettent à douter. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée, cette confrontation avec Bukele? Un ministre anonyme, évidemment lâche à un journaliste, Sébastien s'est fourré dans un guêpier. Bukele est en train de le ridiculiser devant le monde entier. Voilà. Même les siens le disent. Alors Le Cornu, il tente le tout pour le tout. Il accepte un débat télévisé international CNN en anglais en prime time américain et européen avec Bukele en duplex depuis San Salvador. L'idée, récupérer l'initiative. Terrain neutre, argument posé, image présidentielle. Stratégie propre sur le papier. Sauf que, dès les premières minutes, c'est plié. Bukele, jeune dynamique, anglais, parfait léger accent qui passe crème. En face, Le Cornu guindé sur la défensive. Et Bukele n'attend pas. Il attaque direct Monsieur Le Cornu. Vous m'accusez de violer les droits humains, mais combien de Français sont morts dans vos banlieues l'année dernière à cause de la criminalité? Vous n'avez pas nos problèmes. Mais vous vous permettez de juger nos solutions. C'est exactement ça l'arrogance européenne. Fini, terminé. Le débat était mort avant même d'avoir commencé. Le modérateur de CNN crut pouvoir reprendre la main. Erreur fatale. Monsieur le président Bukele, ne pensez-vous pas que certaines conditions dans vos prisons... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Attendez, Bukele l'interrompit avec le calme de quelqu'un qui sait exactement où il va. Avant de parler de conditions, parlons de résultats. Monsieur Le Cornu, est-ce que vous reconnaissez, oui ou non, que nous avons sauvé des milliers de vies? Piège parfait. Le Cornu se retrouvait coincé entre deux mauvaises réponses. Dire oui, c'était valider les méthodes. Dire non, c'était nier l'évidence devant des millions de téléspectateurs. Il choisit la sortie diplomatique classique. Les résultats ne justifient pas tous les moyens. Bukele sourit, pas un sourire nerveux, un sourire de chasseur. Ah bon. Alors allez expliquer ça aux mères salvadoriennes qui dorment enfin la nuit. Allez expliquer ça aux enfants qui prennent le chemin de l'école sans se demander s'ils vont rentrer vivants. Il se tourna vers la caméra directe, presque intime. Monsieur Le Cornu, vous êtes né dans un pays sûr. Moi, j'ai dû construire cette sécurité de mes propres mains. Voilà ce qui nous sépare. Le débat se ferma sur cette image Bukele décontracté souriant, tendant la main avec élégance. Le Cornu lui avait l'air d'un homme qui vient de courir un marathon sans s'y être préparé. Les médias n'attendirent pas. Le New York Times, Bukele triomphe face à la diplomatie française. El País, quand le populisme latino-américain défie l'establishment européen. Les commentateurs, pourtant rarement unanimes, s'accordaient. Sur un point ce soir-là, il n'y avait eu qu'un seul vainqueur. Sur les réseaux sociaux, le verdict était sans appel. Bukele avait écrasé le débat. Les extraits circulaient partout, cumulant des millions de vues en quelques heures, et les commentaires massivement favorables au président salvadorien transformaient la défaite diplomatique de Le Cornu en humiliation publique planétaire. Le lendemain matin, les unes des journaux français achevèrent ce qui restait de sa dignité politique. Le Figaro criait à la bévue diplomatique. Le Monde, plus chirurgical, parlait de l'échec cuisant de la diplomatie française face au populisme digital. Dans son bureau du quai d'Orsay, Le Cornu lisait ses titres avec l'expression d'un homme qui comprend trop tard qu'il a marché dans un piège.
Son téléphone ne s'arrêtait plus. Journalistes, conseillers, collègues, ministres, tous appelaient. Certains proposaient des stratégies de sortie de crise, d'autres exprimaient leur soutien, avec juste ce qu'il fallait d'ironie pour que le message passe. La vérité, c'est qu'il avait commis une erreur de casting. Il avait préparé son offensive contre un dictateur latino-américain classique, autoritaire, isolé, vulnérable aux critiques internationales. Mais Bukele, ce n'était pas ça. Bukele, c'était autre chose, un populiste digital de nouvelle génération, parfaitement calibré pour l'ère des réseaux sociaux. Chaque attaque, il la transformait en opportunité. Chaque critique devenait un spectacle. Chaque débat se terminait en victoire médiatique. Il maîtrisait les codes de la communication moderne, mieux que n'importe quel chef d'État européen, et Lecornu venait de l'apprendre à ses dépens. Mais le pire restait à venir. 3 mois plus tard, quand les statistiques officielles confirmèrent que le Salvador était devenu le pays le plus sûr d'Amérique latine, Lecornu dut avaler la pilule la plus amère, quelles que soient les méthodes de Bukele contestables, brutales, critiquables. Les résultats, eux, étaient réels. Et peu de dirigeants dans le monde pouvaient en dire autant. Ce qui devait être une leçon de droits humains s'était transformé en démonstration d'efficacité politique. Ce qui devait être une condamnation des méthodes autoritaires était devenu aux yeux du monde un plaidoyer pour le pragmatisme. Lecornu avait voulu juger Bukele. C'est lui qui s'était retrouvé dans le box des accusés. Soyons honnêtes, personne ne peut nier ce qui s'est passé. Bukele a gagné. Point final. Pas par la diplomatie classique, pas par les canaux institutionnels, pas en jouant selon les règles de l'establishment. Non. Il a gagné par le chaos technique, chaos politique, chaos médiatique, et il l'a fait avec une précision chirurgicale. Et ça, c'est la vraie leçon de cette affaire. À l'ère digitale, la taille de votre pays ne compte plus. Le Salvador, un État que beaucoup de gens en Europe seraient incapables de placer sur une carte, a tenu tête à la France. Une puissance du G7, un membre permanent, enfin, pas tout à fait, mais vous voyez l'idée, un acteur majeur de la scène internationale. Et Bukele l'a mis en échec, seul, avec son téléphone et sa communauté. David contre Goliath, sauf qu'ici, David avait Wi-Fi. Pour Lecornu, cette leçon est gravée à vie. On ne sous-estime jamais un adversaire qui maîtrise parfaitement son époque. Parce que maîtriser son époque, c'est maîtriser le champ de bataille. Et Lecornu a appris ça à ses dépens devant des millions de spectateurs. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. 6 mois après cette débâcle diplomatique, l'ironie du sort a décidé d'enfoncer le clou une dernière fois. Le 15 décembre 2025, l'Organisation des États américains publie son rapport annuel sur la sécurité en Amérique latine. Et là, silence dans la salle. Le Salvador est officiellement le pays le plus sûr de la région. Taux d'homicide inférieur à celui de nombreux pays européens, y compris, et j'insiste, y compris la France. Vous réalisez ce que ça signifie, le pays qu'on nous présentait comme un État autoritaire dérivant vers la dictature est statistiquement plus sûr que la France. Et le rapport ne s'arrête pas là. Il précise noir sur blanc que les méthodes controversées de Bukele ont produit des résultats sans précédent dans la lutte contre la criminalité organisée. Sans précédent. Alors maintenant, la vraie question, celle que personne dans les grands médias ne veut vraiment poser, c'est est-ce qu'on a eu tort sur Bukele? Et si oui, de combien? Voilà ce que personne n'ose dire à voix haute, mais moi je vais le dire. La France siégeait comme membre observateur dans cette organisation. Cette même organisation qui, tranquillement, sans faire de bruit, légitimait exactement les politiques que Lecornu avait publiquement condamnées. Savoureuse contradiction, non. Et Bukele, fidèle à sa réputation, fidèle à lui-même, il n'a pas laissé passer ça. Évidemment. Il a sorti son téléphone, il a tapé et il a lâché ce tweet qui a tout incendié. Rapport officiel, le Salvador est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Message personnel à Sébastien Lecornu. Merci d'avoir contribué à notre popularité internationale. Le genre de tweet qu'on relit 2 fois, parce qu'on n'y croit pas. Le hashtag Merci Lecornu est devenu viral. Des millions d'internautes l'ont repris, ironiquement évidemment pour remercier le ministre français d'avoir, sans le vouloir, fait la meilleure publicité possible au modèle salvadorien. Gratuitement, bénévolement, involontairement. Mais attendez, parce que l'humiliation finale, elle ne vint pas de Bukele. Elle vint de chez nous. Janvier 2026.
Le maire de Marseille, face à une recrudescence de la violence dans les quartiers nord, prend la parole publiquement et déclare mot pour mot « Peut-être devrions-nous étudier les méthodes de Bukele au Salvador ?» Leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Un élu français qui cite Bukele en exemple. Officiellement, la tempête politique qui s'ensuivit, vous vous en doutez. Acculé, Le Cornu se vit obligé de monter au créneau, mais franchement, le résultat était pathétique. La France ne copiera jamais les méthodes autoritaires. Lâcha-t-il la voix aussi convaincante qu'un politicien qui sait très bien qu'il est en train de se noyer. Bukele, lui, il ne rata pas l'occasion. Avec ce flegme narquois qui le caractérise, il rétorqua « Monsieur Le Cornu, l'invitation reste ouverte. Marseille peut envoyer une délégation étudier nos méthodes. Formation gratuite incluse. Classe, chirurgicale, dévastateur. » Et là, l'affaire dépassa largement le simple clash diplomatique. Elle devint un cas d'école littéralement, à Sciences Po. Paris, les profs s'en emparèrent pour illustrer ce qu'il ne faut absolument pas faire en communication diplomatique moderne. Le Cornu cobaye involontaire d'un cours magistral sur l'incompétence. Un an plus tard, quand il fut éjecté du gouvernement lors d'un remaniement, personne ne fit vraiment semblant d'être surpris. Beaucoup y virent la suite logique, la conclusion inévitable d'une humiliation publique trop grande pour survivre politiquement. Bukele n'avait pas juste gagné le clash médiatique. Il avait à distance contribué à la chute d'un ministre français. Le Salvador avait mis un ministre français en échec et mat. Le Cornu, lui, n'a jamais prononcé le nom de Bukele dans son discours d'adieu au Quai d'Orsay. Jamais. Zéro mention. Mais franchement, il n'avait pas besoin de le dire. Tout le monde dans la salle savait exactement pourquoi il partait. C'est ça qui est brutal, le silence qui confirme tout. Bukele, de son côté, rockstar total. Les grandes universités américaines se l'arrachaient, les chefs d'État du monde entier lui envoyaient des messages en privé pour lui demander comment il faisait. Un président d'un pays de 6 millions d'habitants qui réinvente la politique mondiale, chapeau bas, franchement. Et quand les journalistes lui posaient la question fatidique « C'est quoi votre secret ?» Il sortait ce sourire que vous connaissez, et il disait la même chose à chaque fois, dire la vérité au bon moment de la bonne manière et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un tweet. Un tweet face à toute la machine diplomatique française, et c'est lui qui a gagné. Cette affaire, elle est entrée dans la légende, celle d'un petit pays qui a humilié la Ve République avec un téléphone et beaucoup d'audace.